Bien, alors donc on va reprendre notre cours concernant les design patterns. Donc nous avons en fait commencé à étudier un certain nombre de design patterns. Donc je rappelle que jusqu'à présent nous avons étudié quelques design patterns qui sont intéressants. Donc nous avons commencé par le pattern stratégie au début. Et puis nous avons travaillé le pattern observer. Et la dernière séance, donc on avait travaillé le pattern decorator. Donc aujourd'hui, on va essayer de présenter les patterns composite, le pattern adapter et le pattern proxy. Donc aujourd'hui, on aura 3 patterns à étudier. Vous allez voir que maintenant, plus on avance, plus ça devient plus simple de comprendre les design patterns. Alors, je vais commencer d'abord par le pattern composite. Alors, le pattern composite. Donc, si on cherche la définition, d'abord, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie structure. Donc, je reprends. Donc, le pattern stratégie, plutôt composite, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie structure. OK. Et donc, l'objectif, c'est d'organiser les objets en structure arborescente afin de représenter une hiérarchie. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois vous êtes dans un problème, vous êtes face à un problème dans lequel que vous pouvez représenter sous forme d'une hiérarchie. Et après, si vous cherchez dans les différents patterns, vous trouverez que le pattern composite, c'est la meilleure façon pour représenter une hiérarchie. Alors, par exemple, vous trouverez le dossier, par exemple, racine, le dossier root, par exemple, le dossier racine, qui contient un dossier D1, qui contient un fichier F1, qui contient un fichier F2, et qui contient un dossier D2. Et le dossier lui-même D2 contient un fichier, par exemple, F3, il contient un dossier D3. Et ainsi de suite. D1 contient des fichiers et des dossiers également. Et quand il s'agit d'un dossier, le dossier lui-même peut contenir d'autres dossiers. Donc ça, c'est une hiérarchie. Donc on représente la hiérarchie. Donc cette hiérarchie, généralement, se compose de ce qu'on appelle d'abord d'un élément terminal. Par exemple, un fichier, c'est un élément terminal parce qu'en fait un fichier il ne contient pas d'autres éléments. Donc un fichier il est terminal. On ne peut pas dire qu'un fichier contient d'autres fichiers. Donc un fichier c'est un élément terminal. Et puis il y a le dossier. Alors le dossier représente ce qu'on appelle un composite. Alors pourquoi il représente un composite? Parce qu'un dossier se compose, contient d'autres fichiers et d'autres dossiers. Et le sous-dossier contient également des fichiers et des dossiers, ainsi de suite. Bon, l'objectif, c'est de permettre à la partie cliente, donc j'ai une application cliente qui veut utiliser cette hiérarchie, et bien la partie cliente va manipuler un objet unique et un objet composé de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, si je veux afficher toute l'arborescence, tout l'arbre, ben, il suffit si j'appelle la méthode, par exemple, afficher par exemple, du dossier racine. Donc, je vais afficher le dossier racine. Lui-même, il va afficher le fichier F1. Il va afficher D1. Et le dossier D1 lui-même, il va afficher le dossier D4 et le fichier F4. Le fichier, plutôt le dossier D2, il va afficher F3 et D3. Et si D3 contient également des fichiers, lui-même, il va faire appel à la méthode afficher des sous-dossiers. Donc, c'est-à-dire le fait d'appeler la méthode afficher du dossier racine, vous êtes en train d'appliquer la méthode afficher à toute la hiérarchie. C'est-à-dire vous êtes en train d'appeler la méthode afficher de ce dossier-là, du dossier root, qui appelle la méthode afficher des sous-dossiers, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire on est en train de manipuler un objet unique. Vous voyez, donc un objet unique, c'est par exemple ici, c'est l'objet racine. Cet objet, il est composé.
il est composé de la même manière, c'est-à-dire lui-même, il contient d'autres dossiers, d'autres fichiers, ainsi de suite. Et après, il n'y a pas de limite. On peut avoir donc tout un arbre à représenter. Donc ça, c'est l'idée principale. Donc ce pattern de composite, on va le retrouver globalement, il va permettre d'isoler l'appartenance à un agrégat. Donc ça, c'est-à-dire vous allez avoir un agrégat qui se compose, un dossier qui se compose des dossiers, de fichiers, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un agrégat qui compose les éléments de l'arbre. Et donc on va représenter ça comment? Alors on va le représenter, si vous voulez, si je prends par exemple le cas que vous connaissez, le cas de un dossier qui contient des dossiers et des fichiers. Alors si vous voulez faire une représentation, vous pouvez dire par exemple j'ai un dossier, par exemple folder, j'ai la classe folder qui contient, vous pouvez penser à faire quelque chose comme ça, qui contient plusieurs fichiers. Plusieurs fichiers, c'est une relation comme ça. Composition, par exemple, une agrégation qui contient plusieurs fichiers. Et puis un dossier peut contenir également plusieurs dossiers. Donc c'est-à-dire vous allez avoir encore une relation également vers dossier, mais pour ne pas ici, donc vous allez avoir une relation qui est soi-disant réflexive ici. C'est-à-dire vous pouvez penser à faire ça, c'est-à-dire un dossier lui-même se compose de plusieurs dossiers comme ça, une relation réflexive. Donc ici, si vous représentez votre modèle de cette façon, vous allez devoir gérer deux relations. Il y a une relation qui va gérer une liste, dans le dossier vous allez gérer une liste de fichiers, et vous allez également gérer une liste de dossiers. Donc, et ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien ce modèle-là, donc ça c'est pas la meilleure solution. Pourquoi? Parce que si vous regardez fichiers et dossiers, vous allez trouver qu'ils ont quelque chose en commun. Et bien justement, du moment qu'ils ont quelque chose en commun, par exemple, il y a un nom, il y a une protection, est-ce qu'il est en lecture, est-ce qu'il est en écriture, il y a donc des propriétés en commun. Et du moment qu'il s'agit donc d'une hiérarchie, et que le fichier et le dossier peuvent avoir des propriétés en commun, ben, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que au lieu de faire ça, ben, on va penser à créer une classe abstraite qu'on va appeler par exemple composante, component par exemple, composant, on peut l'appeler composant comme ça. Et ce composant, qu'est-ce qu'on gère? On gère des composants qui peuvent être soit des dossiers, soit folders, soit fichiers. Donc ici, file. Le composant peut être soit un fichier ou bien un dossier. Et ça, c'est de l'héritage. C'est-à-dire jusque-là, je suis en train de créer une application qui permet de gérer soit les fichiers, soit les dossiers. Et les fichiers et les dossiers, ils ont des propriétés en commun. Il y a par exemple le nom par exemple, il y a d'autres caractéristiques, etc. Alors maintenant, donc le fichier, c'est ce qu'on appelle un élément terminal. C'est un élément terminal. Pourquoi on l'appelle l'élément terminal? Pourquoi? Parce qu'un fichier ne peut pas contenir d'autres choses. Un fichier, c'est fini. Quand vous êtes dans un fichier, donc un fichier, il contient des données. Et donc, mais par contre, un folder, non. Un folder, c'est un composite. Parce que quand il s'agit d'un dossier, ben, un dossier, il est fait pour contenir d'autres dossiers et fichiers. Et bien, comment on va représenter ça? On va tout simplement utiliser une relation ici. Quand il s'agit d'un dossier, ben, un dossier contient directement ici, une relation, plusieurs composantes. Ici, vous avez une relation à plusieurs. Donc, un dossier contient plusieurs composantes et ces composantes peuvent être soit des fichiers, soit des dossiers. Et bien, si c'est un dossier, lui-même, il peut contenir d'autres composantes et ainsi de suite.
Ben, il dit que donc ici vous avez, c'est comme ça qu'on peut représenter une hiérarchie d'une manière générale. Ici, vous voyez donc là, ça c'est le dossier, c'est ce qu'on appelle un composite. Composite. Pourquoi on l'appelle composite? Parce qu'il se compose, un dossier se compose d'un ensemble de composantes qui peuvent être soit des fichiers, soit des dossiers. Bon, et là, ça vous donne le diagramme de classe, c'est ça le diagramme de classe du pattern composite. Vous avez donc une classe abstraite ou bien une interface composante dans lequel donc vous avez donc on gère soit des éléments, l'élément terminal, par exemple dans notre cas c'est file, ou bien ça peut être un composite. Et quand il s'agit d'un composite, par exemple un dossier, ben, un dossier lui-même se compose d'un ensemble de composants qui peuvent être soit des fichiers, plutôt soit des éléments, soit des composites, et ainsi de suite. Alors, dans la classe composite, vous allez trouver toujours souvent des éléments comme addChild, removeChild, getChildren par exemple, ou bien childs. C'est-à-dire, c'est des méthodes qui permettent, par exemple, d'ajouter un élément au composite, de supprimer un élément du composite, de consulter la liste des composantes, ainsi de suite. Donc ça, c'est le diagramme de classe du pattern composite. Alors, si vous voulez voir des exemples, donc il y a plein d'exemples qu'on peut chercher. Voilà un bon exemple ici. Donc ça, c'est représenter une hiérarchie. C'est avec le pattern composite, on peut le représenter. Par exemple, si vous voulez représenter un menu. Vous savez, un menu, dans un menu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des menus items, c'est-à-dire un menu peut contenir des sous-menus et il contient des menus items. Et forcément, la même chose, quand il s'agit d'un sous-menu, il peut contenir d'autres menus, d'autres sous-menus, ainsi de suite. Alors, pour représenter par exemple les menus, donc vous pouvez penser à utiliser par exemple une classe abstraite, la même chose, c'est composant, par exemple, component. C'est un élément abstrait qui peut être soit un menu item, soit un menu. Alors, s'il s'agit d'un menu item, donc tout ça, c'est de l'héritage. Donc, menu item, c'est un élément terminal, donc c'est-à-dire on va l'afficher. Il sert à déclencher une commande. Mais par contre, un menu, c'est un composite, parce qu'un menu lui-même se compose de plusieurs composants. Donc, vous voyez ici, donc vous avez ici plusieurs étoiles. Donc, le menu contient plusieurs composants qui peuvent être soit des menus items, soit des menus, ainsi de suite. Donc là, avec ça, ça veut dire, avec ça, on peut représenter par exemple le menu, je sais pas, on peut créer au départ un menu, par exemple, file, par exemple, le menu file, dans lequel je trouve par exemple open. Alors, open, c'est un menu item. Comme je peux trouver par exemple save. Alors save, c'est un menu item également. Et je peux trouver par exemple un autre, par exemple un menu current par exemple. Qui contient d'autres sous-menus dans lequel vous trouverez par exemple une commande C1, une commande C2, etc. Ou bien un autre menu qui contient d'autres sous-menus, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est que un menu contient un ensemble de composantes. Donc, un menu contient un ensemble de composantes. On va donner les composantes. Et les composantes peuvent être soit des menus items, comme par exemple open save, et comme ça peut être des sous-menus, des menus. Par exemple, currents, par exemple, c'est un menu. Et quand il s'agit d'un menu, donc ici, il se compose de la même façon, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on peut représenter une hiérarchie. Donc, là, c'est un exemple. On peut également trouver d'autres exemples. Par exemple, un document XML ou bien un document HTML, par exemple.
Alors, si vous prenez un document XML ou bien HTML, ben, on peut le représenter par quoi? Par la même chose, par un élément. Par exemple, on peut l'appeler composant. Donc, un document XML, on peut le représenter comme étant par un composite. Par exemple, ici, la même chose, un component, par exemple. Ça, c'est la classe abstraite. Bon, qu'est-ce qu'on manipule dans un document XML? Soit un élément ou bien un attribut. Attribute. Et vous avez element, un élément XML. Ouais, donc, et quand il s'agit d'un élément, un élément lui-même peut contenir d'autres composants. Il peut être défini par d'autres composants. Et là, la même chose, on peut représenter un document HTML, un document XML de la même manière. Par exemple, vous pouvez trouver ici, donc, je crée un élément racine que je vais appeler, par exemple, classroom. Donc ça, c'est un élément. Et comme c'est un élément, il contient d'autres éléments. Par exemple, ici, personne. Et une personne peut contenir des attributs. Par exemple, A1, attribut A1 égale, par exemple, A1. L'attribut A2 égale A2. Et après, donc, je peux dire, par exemple, ici est le nom, l'adresse. L'adresse peut être composée, par exemple, par exemple, city. Et city contient des attributs, par exemple, name égale x, etc. Et après, donc, vous voyez donc ici slash city, slash adresse, slash person, slash classroom. Donc ça c'est une représentation ici. Donc si vous faites une représentation comme ça, vous trouverez donc la racine, c'est classroom. Ça c'est la racine. Il contient un élément person. Alors l'élément person est défini par des attributs. Bon, il y a l'attribut A1, il y a l'attribut A2, donc l'attribut A2, et après il contient l'adresse. Adresse. Et l'adresse contient l'élément city. City est défini par des attributs. X, l'attribut X. Et ainsi de suite. Donc ça c'est typiquement. Et après donc on peut ajouter une autre personne, etc. etc. Donc vous voyez donc ça. Le modèle DOM. Par exemple, HTML, le parseur XML, il manipule donc des arbres, donc forcément, il est représenté typiquement par le pattern composite. On trouvera également des exemples, par exemple, quand vous créez, par exemple, des figures. Alors, on peut par exemple gérer des figures. Alors, les figures peuvent, par exemple, quel type de figure? On va gérer les cercles, par exemple.
ou bien des rectangles. C'est-à-dire, je peux créer un cercle, je peux créer un rectangle, je peux créer un cercle, un rectangle, etc. Donc jusque-là. Mais après, je peux grouper. Parfois, ce qui vous arrive, c'est que vous prenez ce cercle-là C1, le cercle C2, et vous allez les grouper. Alors, quand vous groupez, donc ça c'est un groupe, G1. Et vous prenez par exemple ce groupe-là, G1, avec le rectangle R1, et vous créez également, vous les groupez. C'est un groupe, par exemple, G2. Et si vous voulez représenter ça, comment vous pouvez le représenter? Eh bien, tout simplement, vous dites, la figure peut être également un groupe. Oui, donc ici, c'est un composite. Mais quand il s'agit d'un groupe, mais à quoi sert un groupe? C'est un composite. Lui, il va juste, c'est un agrégat. Il va grouper un ensemble de choses. Ici, donc, vous allez trouver, donc, ici, un ensemble de figures. Ici. Et ça vous donne ça. Donc, ça vous donne ce modèle, ici. Alors, dans notre cas ici, par exemple, on peut représenter ça avec une figure qui se compose d'un groupe, par exemple, ici, G2. Le groupe G2. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient le groupe G1. OK? Et le rectangle R1. Donc, vous voyez, donc G1 et le groupe G1 lui-même contient ça c'est R1, c'est quoi ça? C'est C1, C2, R1, voilà. Donc, le groupe G1 contient C1 et C2. Et puis, donc, voilà, donc, ainsi de suite. Donc, et là, voilà, on peut par exemple avoir le groupe, un groupe qui, la figure, c'est ça, c'est tout ça. Vous voyez, donc la figure, c'est un groupe. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, vous avez un G, ici. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient le groupe G2 et il contient un rectangle R2. Et ça marche. Alors, ça c'est un exemple aussi qu'on va retrouver dans les applications. Par exemple, dans la gestion, supposons que vous êtes en train de créer un site web ou bien une application de e-commerce dans laquelle vous avez par exemple ce cas-là. Vous avez une catégorie peut contenir des sous-catégories et la sous-catégorie elle-même peut contenir d'autres sous-catégories, etc. Donc, c'est-à-dire, souvent dans les applications, vous allez trouver par exemple catégorie. La catégorie, par exemple, la catégorie C1. La catégorie C1 contient donc la catégorie C1, vous avez la sous-catégorie C11. OK? Et la sous-catégorie C11 contient des produits. Un produit P1 et un produit P2. Mais la catégorie C11 elle-même contient une autre sous-catégorie C111 qui contient les produits par exemple P3 et P4. Et il peut contenir également une autre sous-catégorie qui contient, etc. Vous voyez, donc si vous avez un problème comme ça, catégorie produit, alors si vous faites un diagramme de classe comme ça, si vous dites j'ai catégorie, catégorie contient un ensemble de produits. Alors, dans cette situation, est-ce que vous pouvez gérer les sous-catégories? Le modèle, Adam. Avec ce modèle, est-ce que vous pouvez gérer les sous-catégories? Non.
Ici, donc, vous dites tout simplement un produit appartient à une catégorie, c'est tout. Mais si vous voulez gérer les sous-catégories, ben, vous pouvez penser à faire ça. Si vous avez qu'une seule sous-catégorie, vous pouvez utiliser donc catégorie contient un ensemble de sous-catégories, subcatégories, un ensemble de sous-catégories, ok, allez, plusieurs. Et une sous-catégorie contient plusieurs produits. Alors là, vous n'avez pas besoin d'utiliser le pattern composite parce que vous avez catégorie, sous-catégorie, produit. Et c'est tout. Mais par contre, ici, est-ce que la sous-catégorie peut contenir d'autres sous-catégories? Non. Donc vous êtes limité. Mais supposons, je vous dis que par exemple, la sous-catégorie peut contenir également d'autres sous-catégories. Qui peut contenir d'autres sous-catégories qui contiennent des sous-catégories. Alors, si vous êtes dans cette situation, alors avec ça, ça marche pas. On est bien d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Ah bah, je suis content. Si vous êtes d'accord. Alors, donc, vous voyez, donc ici, ça marche pas. Là, je n'ai la solution. La solution, c'est quand vous avez un cas général, vous dites, bah, la même chose, pattern composite. Je n'ai pattern composite. J'ai composante, component, qui peut être soit un produit, product, ou bien catégorie. Et quand il s'agit d'une catégorie, ben, une catégorie se compose de plusieurs composantes. Et là, vous avez réglé le problème. Avec ce modèle comme ça, donc vous avez utilisé le pattern composite qui va régler définitivement votre souci. Donc, d'autres exemples, flash sécurité, par exemple, quand on organise les utilisateurs, et les groupes. Donc, de la même manière, bon, j'aurais pas dû faire tout ça. Alors, de la même manière, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, vous avez des groupes. Donc, vous avez des groupes qui contiennent plusieurs utilisateurs. Vous avez une relation de type plusieurs 1. Un groupe peut contenir plusieurs utilisateurs. Alors ça veut dire qu'un utilisateur peut appartenir à un groupe. Donc vous organisez les utilisateurs dans des groupes. Alors ça, à la rigueur, vous pouvez s'arrêter à ce niveau-là. Mais supposons un groupe peut contenir des sous-groupes. Alors si un groupe contient des sous-groupes, qui contiennent des sous-groupes, qui contiennent des sous-groupes, qui contiennent des utilisateurs, etc. C'est-à-dire vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voulez avoir un groupe G1 qui contient un groupe G11, qui contient un utilisateur 1 et un utilisateur U2. Le groupe G11 contient le groupe G111. Il contient l'utilisateur U3, U4. Et G11 lui-même, il contient des utilisateurs. Alors si vous voulez faire ça, donc vous allez penser au pattern composite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire pour utiliser pattern composite? Vous allez supprimer cette relation. Ici. Vous allez la supprimer. Et vous allez utiliser un héritage. Donc vous allez utiliser une classe parente qui est composante. Component.
vous faites l'héritage. Et après, vous dites, quand il s'agit d'un groupe, ben, un groupe peut contenir plusieurs components. Voilà. Et ça marche. Donc ça, c'est le pattern composite. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, on va implémenter ce pattern avant de passer au pattern suivant. Donc, je vais lancer IntelliJ. On va essayer de voir comment on va l'implémenter dans la vie, la vraie vie, si vous voulez. Alors, on va créer un projet. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, oui, est-ce que je peux poser une question? oui, bien sûr. Lorsque j'étais en train d'expliquer, j'ai pensé à une hiérarchie. Oui, Disons, si nous sommes dans une organisation, oui, une société, on veut, dans laquelle il y a des employés qui sont dans des oui, services oui. et dans des directions, dans des sous-directions. Comment on pourrait représenter ça en utilisant le pattern composite? Oui, Ou en également, fait, on peut avoir un chef de service oui, c'est aussi. ça. Une hiérarchie, généralement, une hiérarchie, c'est ça, c'est que vous avez par exemple un président, et après, donc, vous avez des directeurs, par exemple, des directions, c'est-à-dire euh, de régions, par exemple, des 1, des 2. Et après, il y a des personnes, des employés E1, et vous avez l'employé E2. Alors maintenant, employé E1 et E2, donc c'est-à-dire c'est un élément terminal directement qui, on va dire, qui descend du président, ok? Mais par contre, D1 et D2, c'est des personnes qui descendent du président, mais il y a une hiérarchie. Par exemple, ici l'employé par exemple E2, il y a l'employé E3. Ici, il y a l'employé là, c'est pas ici. Ici, il y a l'employé par exemple E3, l'employé E4, mais il y a également un D11. Ok. Et D11 lui-même, il va gérer d'autres employés. E5, E6. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Oui, monsieur, sans oublier que entre employés aussi, il y a une sorte de hiérarchie aussi. L'essentiel, c'est que s'il y a une hiérarchie, ça veut dire c'est un composite. D'accord? Dans- C'est-à-dire, et après, donc il faut distinguer, on va dire, l'employé des composites. Et c'est-à-dire, c'est qu'à la fin, mais il y aura toujours en bas de la hiérarchie, il y aura des employés qui n'ont pas, qui vont pas gérer des sous-employés, soi-disant. Est-ce que vous voyez ce que je veux Oui, dire? monsieur. Donc, c'est à peu près. Donc, dès que, par exemple, un employé peut gérer, donc il faut le représenter comme étant un composite. Et dans ce cas-là, vous allez gérer deux entités. Vous allez gérer donc des employés, et vous allez gérer des composites. Voilà, c'est pas ce que j'ai fait. Alors, quand je fais ce genre de situation, généralement, l'enregistrement finit par s'arrêter. Mais je vais vérifier. Non, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez représenter ça, par exemple, avec deux types en fait, d'employés. Il y a un employé, un superviseur, par exemple, ici. Donc, ici, employé. Vous avez des employés. Et vous avez si vous voulez, parce qu'un superviseur, c'est un employé également. Donc, vous pouvez représenter que ça, c'est mieux de le représenter comme ça. Donc, vous avez à gérer
à gérer donc des employés. Employé, c'est la classe parente. Alors l'employé peut être soit... Alors il faut distinguer deux types d'employés. Il y a un employé, un superviseur. Par exemple, ici peut être soit un superviseur, supervisor, et ça peut être un... Alors là, vous allez l'appeler par exemple employé, ou là, par exemple, c'est pas un superviseur, un employé tout court, employé, simple employé par exemple. Vous lui trouvez un nom comme ça. Donc vous voyez, donc un superviseur c'est un employé et un simple employé c'est un employé. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un superviseur et un simple employé? C'est qu'un superviseur peut superviser plusieurs employés. C'est-à-dire un superviseur peut gérer plusieurs employés qui peuvent être soit des simples employés ou bien d'autres superviseurs qui gèrent, etc., etc. Et là, avec ça, vous pouvez représenter cette hiérarchie comme ça. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci, c'est clair. Alors, maintenant, on va créer donc un projet que je vais appeler Design Pattern Composite. Un projet Maven, par exemple. Alors maintenant, ça c'est, je vous ai montré juste la structure, mais après, donc on va essayer de voir comment on va manipuler la hiérarchie. Alors je vais prendre par exemple le cas d'un dossier, des sous-dossiers comme ça. Ben, je vais créer une classe abstraite que je vais appeler, donc ça c'est composite, le pattern, plutôt le package composite. Composite par exemple. Alors la classe compo, donc je vais le package compo et la classe je vais l'appeler component. Donc ça c'est la classe abstraite. Donc ici abstract. Donc si vous voulez c'est ça. C'est la classe abstraite. Alors généralement dans cette classe abstraite, on veut par exemple appliquer une méthode abstraite. Alors une méthode abstraite. Alors une méthode abstraite qu'on va appeler par exemple print ou print par exemple. On veut afficher. On veut juste afficher soit le dossier, soit le fichier. Donc ça c'est la méthode print, c'est une méthode abstraite. Et chaque composante est définie par un nom. Donc je vais utiliser ici protected string name. Parce que soit un fichier, soit un dossier, ils ont un nom. Et puis donc je vais créer la classe file. Alors la classe file extend component. Donc on a besoin de redéfinir la méthode, plutôt on va redéfinir la méthode print. Donc la méthode print, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher, comme il s'agit d'un fichier, on va afficher tout simplement file, j'affiche le fichier, name, le nom. Donc c'est-à-dire quand il s'agit d'un fichier, eh ben, il va tout simplement afficher le nom du fichier. Alors maintenant, dans le pattern composite, vous allez toujours avoir quelque chose d'important. Il y a un attribut, si vous voulez, vous savez dans la hiérarchie, quand vous créez une hiérarchie, on va dire ça c'est l'élément racine, on va dire qu'il se trouve dans le niveau 0. Et par exemple, ces objets-là, D1, E1, etc., se trouvent dans le niveau 1. Par exemple, ici E2 qui descend de D1 se trouve dans le niveau 2. Et ainsi de suite.
Alors ça, c'est le niveau 3, etc. Donc, c'est-à-dire quand vous avez un arbre, bon, un arbre, généralement, c'est comme ça. Eh bien, ça, c'est le niveau 0. Ça, c'est le niveau 1. Ça, c'est le niveau 2. Et ainsi de suite. Ici, il y a encore des sous-éléments. Donc, ici, donc, je suis dans le niveau 3, etc. Donc, ça veut dire que si vous voulez connaître le niveau d'un élément dans l'arbre, bah, quand égale le niveau de son père plus 1. Par exemple, le niveau de celui-là, c'est le niveau de celui-là plus 1. Le niveau de celui-là égale le niveau de celui-là plus 1. C'est-à-dire, nous avons besoin de gérer le niveau. Pourquoi ce niveau-là, il est utile pour connaître le niveau de la hiérarchie. Par exemple, quand il s'agit d'un document HTML, vous savez, un document HTML, par exemple, donc je peux le représenter comme ça. Vous savez, un document HTML, l'élément racine, c'est HTML. L'élément HTML, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'élément head. L'élément head contient l'élément title. L'élément HTML contient body. Body peut contenir un élément, par exemple, table, etc. Table peut contenir des tr, etc. tr peut contenir des td, etc. Donc, vous voyez ici, quand vous voulez afficher par exemple une page HTML, un document HTML, quand vous faites afficher, ben, nous aurons besoin d'afficher ça HTML. Ok. Et après, on va afficher l'élément head. Mais l'élément head, si vous voyez donc ici, HTML, il est dans le niveau 0. L'élément head se trouve dans le niveau 1. Comme ici, dans le niveau 1, on va faire une tabulation. Tabulation, c'est l'indentation. Ici, on va mettre ici head. Il y a combien de tabulations que je vais faire ici? Une. Pourquoi une? Si vous voulez, c'est le niveau ici, c'est 1. Alors maintenant, à l'intérieur de head, vous avez l'élément title. Ici, donc, je vais mettre ici title comme ça. Ici, il y a combien de tabulations que je vais faire? 1, 2. 2 tabulations pour afficher title. Donc, donc si vous voulez savoir le nombre de tabulations qu'on utilise, et bien, tout simplement, avant d'afficher l'élément, il faut afficher combien de tabulations. Ça dépend du niveau. Par exemple, si je suis dans le niveau 1, je vais afficher une tabulation. Si je suis dans le niveau 2, j'affiche 2 tabulations. Si je suis par exemple dans le niveau ici table, je vais afficher encore des tabulations. Donc c'est-à-dire, un éditeur, quand vous lui demandez de faire format, comme vous voyez ici, par exemple ce document XML, regardez. Alors l'élément racine c'est project, il est là. C'est quel niveau normalement project? C'est le niveau 0. Alors, ici, l'élément modèle version, par exemple, c'est le niveau 1. Vous voyez, donc ici, donc, là, j'ai une tabulation. Ici, également, property, c'est le niveau 1. J'ai une tabulation. Mais à l'intérieur de property, j'ai l'élément Maven Compiler Source. Il y a combien de tabulations ici? Il y a une, il y a deux. C'est-à-dire, je fais l'indentation. Donc, si vous voulez, par exemple, déterminer les indentations, s'il s'agit d'afficher, par exemple, l'arbre, donc, vous avez besoin de gérer ce niveau-là de cette façon-là. Comment? Vous allez déclarer un attribut level, par exemple, que je vais int level, comme ça. Et puis, donc, ce level-là, donc, vous le gardez par défaut égal à 0. C'est-à-dire, quand vous le créez, si vous ne le déterminez pas, il est égal à 0. Et après, on va le déterminer. Quand il s'agit d'un fichier, par exemple, si vous voulez, dans par exemple la classe composante, je vais créer une méthode qui permet de retourner par exemple le nombre de tabulations. Alors string, je vais appeler tab,
tabulation. Et pour faire ça, donc je vais définir par exemple ici tab égale une chaîne vide. Et je fais une boucle for i égale à 0 jusqu'à level. Ça dépend du niveau de l'objet. Je vais faire tout simplement tabulation égale à tabulation plus, je vais ajouter des espaces. Alors si vous voulez afficher tabulation, vous mettez anti/t. Ici. Anti/t. Une tabulation. Alors ça veut dire que par exemple ici, s'il s'agit de niveau 2, tab va être égal à combien de tabulations? C'est 2 tabulations. Si le niveau est égal à 3, on va concaténer 3 tabulations, ainsi de suite. Et à la fin, je vais retourner return tab. Voilà comme ça. Alors maintenant, dans file, ici, donc ça c'est une méthode utilitaire. Et bien dans file, qu'est-ce que je vais faire? Avant d'afficher file, je vais d'abord afficher tab. J'appelle donc string le nombre de tabulations. J'appelle directement la méthode tab que j'ai héritée de la classe component. Ici, donc, je vais utiliser donc tab plus ça. C'est-à-dire, je vais commencer d'abord à afficher des tabulations et après j'affiche. Bon, ça c'est astucieux, donc c'est intéressant. Alors maintenant, ça c'est pour la classe file. La classe file, c'est l'élément terminal. On est là. Bon, j'ai supprimé le truc file. Ok. Donc, c'est l'élément terminal. Alors maintenant, on va créer le dossier folder. Alors, folder, c'est le composite. C'est le sujet. Alors, maintenant, un composite, un folder également, c'est une composante. Ok. Donc, on a besoin de redéfinir la méthode ici, print. Alors, la méthode print, quand je l'appelle, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. D'abord, un composite, vous voyez, un composite contient un ensemble de composants. Donc, ça veut dire ici, nous avons une liste. On va déclarer ici une liste de composants. Ici. Liste de composants. Component. Alors, ici, donc, components égale new array list. Donc, ça, c'est cette relation-là que vous avez ici. Une liste. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, quand j'appelle la méthode print de folder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher, on va d'abord récupérer tab, string t égale tab. J'appelle la méthode tab pour calculer le nombre de tabulations. Et puis, je vais afficher le folder. Donc, j'affiche également tab plus folder. Et j'affiche son nom. Mais sauf que maintenant, du moment qu'il s'agit d'un folder, j'affiche le dossier, mais il faut également afficher les sous-dossiers. C'est-à-dire, il faut afficher quoi? La liste des composants. C'est-à-dire, on va faire for. Alors, for, pour chaque component, c'est de la liste des components. Bah, qu'est-ce que je fais? J'appelle c.print. Et c'est ça l'astuce. Vous voyez, donc ici, quand j'appelle la méthode print d'un dossier, il va afficher le dossier, mais également, il va faire appel à la méthode print de tout ce qu'il contient. C. Alors, si c'est un composite lui-même, il va appeler les sous-dossiers, etc. Bon, et du coup, donc, on a presque réglé le problème. C'est ça la signification ici. Vous voyez, permettre de manipuler la partie cliente comme étant un objet unique, ici, et un objet composé de la même façon, de la même manière. C'est-à-dire, lui-même, il contient des objets. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Alors maintenant, il nous reste quelques méthodes utilitaires. Ici, par exemple, vous allez ajouter des méthodes add child, par exemple.
Alors, pour ajouter un child, donc vous avez un component. Il suffit d'utiliser this.component.add component. Mais il y a ici quelque chose d'intéressant. Vous savez, à chaque fois que vous ajoutez un composant à un dossier, un composite, ben c'est le moment idéal où il faut déterminer le niveau. Donc ici, à quoi est égal component.level? Donc le composant level égal à quoi, d'après vous? Allez-y. Component.level plus 1. Non, parce que si vous mettez component.level plus 1, c'est-à-dire c'est son niveau plus 1. Son niveau plus 1. Alors que quand on crée un composant, au départ, la valeur par défaut du composant, c'est 0. Vous allez toujours avoir 1. Égal à 10.level. C'est quoi 10? C'est ce dossier-là, cet objet-là. Égal le niveau de cet objet-là, de composite, plus 1. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair maintenant. Voilà. Alors ici, donc ça c'est également. Vous voyez, donc le premier astuce c'est ça, c'est que quand j'affiche quand j'applique la méthode du composite, je dois appeler la méthode à l'ensemble des composants. La deuxième, c'est quand vous ajoutez dans la méthode add, quand vous ajoutez, c'est le moment où vous allez définir le niveau dans la hiérarchie. Et après, donc vous pouvez créer d'autres méthodes. Par exemple, une méthode qui permet de retourner une liste de components get children par exemple. Il va retourner toute la liste des éléments fils. Donc ici c'est component. Et vous pouvez créer une autre méthode par exemple qui permet de retourner un component. Vous l'appelez getChild. getChild name. Donc je cherche un fils ou bien un élément child qui est dans le nom. Alors dans ce cas-là, vous allez chercher dans la liste, vous cherchez quelque chose comme ça, component C, et après vous faites for component, vous cherchez dans la liste. Vous pouvez faire directement la boucle comme ça, for pour chaque component de la liste des composants, et vous faites le test. C'est comme si vous cherchez ça ici. Donc vous faites if c.name égale name, bah, return name, return c. C'est-à-dire je cherche si je trouve le composant dont le nom égal à name, donc je le retourne. Donc sinon, si je ne le trouve pas, je vais retourner null. C'est-à-dire si je parcours, si je trouve, je le retourne. Si je ne le trouve pas, à la fin, je vais retourner nul. Donc ça c'est une méthode souvent que vous allez trouver, par exemple dans un DOM HTML ou XML, un parseur XML, vous allez trouver des méthodes comme ça, addChild, getChildren, etc. Bon, ça c'est des choses qui se font. Bon voilà, alors sinon vous pouvez utiliser les streams comme ça, vous utilisez component.filter, ok, .stream.filter. Vous filtrez par rapport à quoi? Par rapport c.name, la condition .name égale à name, égale name, point, ça y est, donc normalement, si ça va vous retourner une liste.
Et comme on va chercher un seul élément, ici, on va utiliser find first, par exemple. Normalement, ça, avec les streams, ça vous donne directement, ça vous redonne le premier élément trouvé. Alors, ici, comme ça retourne un objet optionnel, vous allez mettre ici, donc voilà, c'est first. Et ça, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous pouvez supprimer ça, vous mettez un commentaire. Et ici, qu'est-ce que vous allez retourner? C'est first.get. Et si vous voulez, normalement, if present, parce que là, ça retourne un objet optionnel. Donc, vous allez faire, par exemple, if first is present, return first.get, else return null. Ou tout simplement, carrément, vous retournez ici, la méthode va retourner un optional de component. Bon, ça c'est la méthode classique et ça c'est avec les streams, par exemple. C'est clair? Messieurs? Ok, ça marche. Alors, maintenant, on va tester l'application. Alors, dans la méthode main, on va créer un élément racine. Donc, je vais créer un folder root égale new. Alors déjà, il me faut un constructeur. J'ai oublié. C'est-à-dire, quand je crée un composant, il me faut spécifier le name. Je vais créer un constructeur avec paramètre. Constructeur avec paramètre name. Mais comme j'ai ici un constructeur avec paramètre, donc je suis obligé d'avoir ici également un constructeur avec paramètre ici. On va le redéfinir. Ici, new file. Et la même chose dans folder. Voilà. Donc, si vous faites ça, donc un constructeur avec paramètre, donc vous pouvez ici créer, par exemple, je vais créer un folder froot égale new folder. Par exemple, je vais l'appeler root. Ça, c'est la racine. Alors maintenant, sur root, je vais ajouter add child new file. Par exemple, ici, donc je vais ajouter un fichier, par exemple, pom.xml. pom.xml. Je vais ajouter un dossier source. Add child new folder. SRC. Donc c'est à peu près ça. Donc j'ai un dossier qui contient pom.xml et qui contient un dossier SRC. Le dossier SRC contient main. Alors maintenant, la méthode add, comme vous voyez ici, ce serait plus utile de retourner l'objet qu'il a créé. Donc je reviens vers l'élément composite folder. Donc la méthode add ici, la méthode add, il va ajouter, au lieu de faire void, vous mettez component. Ici, component. Ici, return component. Voilà, c'est mieux comme ça. Et comme ça, quand vous ajoutez un folder ici, vous avez besoin de la référence. Par exemple, ici, j'ajoute ici un add child, ça veut me retourner un fichier. Là, ça me retourne un dossier. Par exemple, ici, folder. Je vais déclarer un folder src égale à quoi? Égale root.addChildren new folder. Mais la méthode add, il retourne un objet de type component. Donc, vous aurez besoin de faire un cast vers folder. Des choses comme ça. Alors maintenant, le dossier src, je fais la même chose. Src, vous voyez, src contient un dossier main. Add child new folder main.
ça va me retourner également mais un folder main. Je fais un cast vers folder. Ok. Le dossier main contient Java, etc. Supposons le dossier main contient directement un fichier. Donc main add child new file. Par exemple test.java. main.addChild new file par exemple person.java. Et le dossier source contient un autre sous-dossier, etc. Supposons que dans le dossier ici source, voilà. Déjà, bon, si vous le laissez comme ça, maintenant on veut afficher tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on appelle root.print. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous appelez la méthode print de root, bah, lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la méthode print des autres. Et ça, comme ici, si vous exécutez, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez? Et on a même les tabulations. Vous voyez donc, folder, root. J'ai ici une tabulation. File.xml. À l'intérieur j'ai l'élément source. Vous voyez, src. src contient un élément, un folder main. Et main contient un file, ainsi de suite. Bah, vous voyez donc ici, ça c'est ça l'idée principale de l'utilisation du pattern composite. Alors maintenant, ce qu'on a fait avec print, vous pourrez le faire avec d'autres méthodes, comme par exemple compresser. Alors quand vous voulez compresser par exemple un dossier, vous voulez compresser un dossier, tout simplement vous appelez la méthode compresser. S'il s'agit d'un fichier, on va écrire le code pour compresser le fichier et l'ajouter à l'archive. S'il s'agit d'un dossier, le dossier, qu'est-ce qu'il fait? S'il s'agit d'un dossier, il va parcourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parcourir la liste des fichiers qu'il contient, ce qu'il contient, et il appelle la méthode compresser. Donc, s'il s'agit d'un fichier, il sera compressé. S'il s'agit d'un dossier, il va faire appel à la méthode compressée de ce qu'il contient. Et du coup, donc, avec ça, c'est comme ça que, par exemple, WinZip va compresser tout un dossier dans un seul fichier. Par exemple. Donc, ça, c'est des cas intéressants. Alors, dans notre cas ici, donc, nous avons notre diagramme de classe. C'est ça. Voilà, notre diagramme de classe. Nous avons ça avec une relation. Alors, bon, cette relation-là, elle est mal représentée comme ça. Vous voyez ici, donc il y a l'héritage, ça c'est l'héritage, et ça c'est le composite. Après, si vous pouvez déplacer les éléments comme ça, moi je préfère faire quelque chose comme ça, mais voilà. C'est pas très commode. Alors ça c'est le. Alors maintenant, ce qu'on vient de faire dans cet exemple-là. Dans cet exemple-là, donc, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un root. Donc, nous avons créé l'élément racine root. C'est un folder qui contient pom.xml et src. Donc ici un fichier pom.xml et il contient un dossier src. Et le dossier src lui-même, alors le dossier src contient quoi? Le dossier src contient
voilà, main, contient main, et main contient deux fichiers, test.java et person.java. Ainsi de suite. Vous voulez ajouter maintenant un dossier Java, vous le faites. Alors dans main, je veux ajouter un dossier Java. Main.add new folder. C'est un composite Java. Et comme c'est un composite, si vous voulez le manipuler, donc c'est un folder. Je fais également ici un cast vers folder. Et puis donc je vais faire encore Java. Contient new file. T.java. Et vous voyez donc ici, donc j'ai carrément, je peux manipuler mon arbre comme je veux. Si j'exécute, donc je vais avoir ça. Vous voyez, ça c'est la hiérarchie. Voilà, je pense que ça c'est une implémentation très basique, très simple, mais c'est une implémentation qui est largement suffisante pour comprendre comment travailler le pattern composite. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur, c'est clair. C'est parfait. Monsieur, Oui, une petite question. oui. Si Une on petite ou devait une en grande? faire persister- Qu'est-ce que vous dites? Une petite ou une grande question? Il y a une petite question, monsieur. Allez. Si nous devions faire persister les données en base de données, je réponds en même temps, comme ça vous me corrigez. Oui. Ce serait la classe folder et la classe file qu'on allait persister en base de données. Oui, alors si vous voulez persister ça dans la base de données, vous avez ici, vous allez avoir, ça c'est ce que vous avez vu. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous aurez la table folder. Ok? Vous allez avoir, c'est pas la table folder, vous allez avoir une seule table. Parce que si vous avez un héritage, et si vous avez un héritage, vous avez le choix. Si c'est une base de données relationnelle, vous avez le choix d'utiliser soit, regardez, alors comment vous allez, c'est-à-dire implémenter l'héritage. Soit vous utilisez single table, n'est-ce pas? Alors si vous utilisez single table, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, vous allez avoir une seule table. Ben, une seule table dans laquelle vous allez avoir, que vous allez appeler par exemple composante, une seule table. Composante, dans laquelle vous allez avoir les colonnes suivantes. Donc vous allez avoir le ID de chaque composante, le numéro par exemple. Ok. Vous allez avoir ID de la composante, vous allez avoir name, le name de la composante, et vous allez avoir le type de la composante. Alors le type de la composante, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un fichier ou bien un dossier. Donc ça c'est single table. Et puis donc vous allez maintenant, et après vous avez une relation. Une relation avec, ça c'est une relation. Ça veut dire quoi une relation? C'est une relation avec composante elle-même. Ça veut dire la clé primaire de composante va devenir clé étrangère dans composante. C'est-à-dire vous allez avoir ici une hiérarchie. Comment on représente une hiérarchie dans les bases de données relationnelles? Vous allez avoir une clé étrangère. Et c'est quoi la clé étrangère? C'est ID parent. C'est-à-dire quand j'ai une composante qui appartient à un parent. Et après, vous pouvez représenter ça comme ça. Par exemple, la première 1, c'est root. Root, il est de quel type? Folder, F. Est-ce qu'il a un parent root? Non. Il va rester nul.
Là, ça reste nul. 2. Je vais ajouter dans root, je vais ajouter un élément. Quoi? Qu'est-ce qu'on a ajouté? Main. Donc j'ai main. C'est un folder. Ici, folder, file, folder, c'est ff. Donc je vais l'appeler en français comme ça. Ça, c'est un dossier. D. Main, c'est un dossier. Mais c'est quoi le ID parent? C'est root, c'est-à-dire c'est numéro 1. Exactement. Ici, donc, vous avez 1. C'est la clé étrangère. Alors maintenant, le 3. Le 3, donc main, qu'est-ce qu'il contient? Alors, root, mais ici, non, attendez, main contient source, plutôt root contient source, ok? Alors, je préfère le mettre ici, hein. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais créer ma hiérarchie ici. Supposons que vous voulez représenter toute cette hiérarchie-là, vous pouvez la représenter dans une seule table. Il n'y a pas de problème. Donc ici, comme je disais, le ID, il y aura le type, il y aura name, il y aura level, le niveau, et il y aura la clé étrangère. C'est ID parent. Le premier, c'est 1. C'est le type, c'est un dossier, folder. Name, c'est root. Le niveau, c'est 0. L'ID parent, c'est nul. Il n'y a pas de parent. Le numéro 2 qu'on a ajouté, c'est pom XML. Pom XML. Ah non, ça c'est un type. Ça c'est plutôt type c'est fichier, file. Donc c'est pom XML. Le niveau c'est quoi? C'est 1. C'est 1. 1. Et c'est quoi le parent? C'est 1. 1. Maintenant je passe le SRC 3. 3 ça va être c'est un dossier. C'est SRC. Le niveau c'est toujours 1. Et après le parent c'est 1. Le niveau 4, plutôt l'élément 4, c'est main. Main c'est un... Non, ça c'est un dossier. D. Donc ça c'est un dossier. D. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle main. Quel niveau? 2. Et le parent c'est quoi? Le parent c'est SRC. Et SRC c'est quoi son ID? C'est 3. Tout à fait. Et vous avez compris le principe. Alors, dans les bases de données relationnelles, une hiérarchie, on peut la représenter comme ça. Alors 5. Alors 5 ici c'est Java. Et la partie, donc ça c'est un fichier, file, F, Java. Donc c'est un dossier. Java c'est un dossier, etc. Donc le parent, le level c'est 3. Et son parent c'est main. Et main c'est 4. Et voilà. Donc tu vois, donc si tu veux persister ça dans une base de données relationnelle, eh ben, tu peux la représenter avec une single table. Ça marche.
Tu peux également utiliser table per class. C'est-à-dire tu vas créer un dossier, plutôt une table pour les fichiers, une table pour les dossiers. Ça marche également. Donc il faut juste revenir à ce que nous avons vu l'année dernière, comment mapper l'héritage. La troisième solution, c'est d'utiliser join table. C'est-à-dire vous allez créer une table composante dans laquelle vous gardez le ID et name et level. Et après, vous créez une table pour les éléments dans laquelle vous gardez que les attributs de fichiers. Et vous créez une autre table dans laquelle vous gardez que les attributs de folder. Et après, vous transformez la relation en une association. C'est-à-dire, vous allez avoir la clé primaire de composante devient clé étrangère dans composite. Et la clé primaire de composante devient clé étrangère dans, par exemple, l'élément terminal. Donc, vous avez le choix. Mais si quand il n'y a pas une grande différence en termes d'attributs, généralement entre les éléments terminaux et les composites, de préférence d'utiliser une stratégie single table. Alors maintenant, si vous voulez persister ça dans une base XML, donc vous voyez, donc vous savez ce que c'est. Donc c'est une hiérarchie. Si c'est une base de données orientée document, vous pouvez utiliser les embedded documents. Carrément, vous pouvez utiliser, c'est du JSON, l'élément racine, carrément ça. Ça, c'est un document JSON qui contient des éléments JSON, qui contient un élément JSON, qui contient un élément. Et on peut enregistrer tout ça sous forme d'un fichier XML, etc. Donc, ça dépend où est-ce que vous voulez persister votre modèle. Mais là, si vous êtes dans les bases de données relationnelles, je vous invite à faire ça. Et si vous faites ça, eh bien, vous aurez besoin de faire quelques exercices dans SQL, si vous ne l'avez jamais fait, parce que ça, c'est une hiérarchie. Par exemple, je veux déterminer quels sont les éléments fils par exemple, de root. Et ben, c'est une requête SQL. Vous allez chercher select from, etc. where id parent égale à 1. Vous voyez, donc je veux déterminer, donc c'est avec SQL, vous pouvez faire. CTE. Tu vois ce que je veux dire? Oui, monsieur, un CTE. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà, donc oui, c'est une bonne question parce que bon, c'est vrai, quand on veut représenter donc déjà l'orienté objet, vous voyez donc la meilleure façon pour représenter ça, c'est composite, mais la persistance relationnelle, on peut représenter ça avec une seule table, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pense on a fait le tour. Oh yeah. Il est 8h30. On a fait le tour sur le pattern composite, donc j'ai pris du temps. Vous avez quelques éléments, par exemple pour représenter HTML, la même chose les shapes avec les groupes, etc. J'ai déjà représenté ça. Et nous avons fait une implémentation qui représente ça. Voilà. Alors le prochain pattern qu'on va étudier, c'est le pattern adapter. Donc c'est un pattern aussi qui est intéressant, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire beaucoup de patterns finalement, si vous allez perdre un peu le fil des patterns. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va encore, cette fois-ci, on va encore s'arrêter sur ce pattern-là. Mais à condition, c'est que chaque pattern que je fais, il va falloir que vous l'implémentiez et vous le travaillez pour comprendre. Parce que sinon, ça va être très difficile à un moment donné de cerner tous ces patterns-là. Donc, je rappelle juste que ce cours de design pattern, il va vous permettre de réviser les fondamentaux de l'orienté objet, parce qu'il y a parfois des concepts qui vous échappent, mais en même temps, vous êtes en train vraiment de rentrer dans la qualité logicielle et comment utiliser les bonnes pratiques dans la conception logicielle. Donc, ce qui fait qu'on va essayer donc d'aller tout doucement. On a encore du temps. Donc, on essaiera donc d'ajouter d'autres sciences sur les design patterns
tant qu'on n'a pas terminé, donc je préfère comme ça. L'année dernière, j'ai remarqué que quand j'ai commencé à faire deux patterns, trois dans la même séance, c'est que généralement les étudiants commencent à perdre un peu à partir du deuxième pattern, ils commencent déjà à dormir. Bon, on va pas faire la même chose cette année, donc je préfère comme ça vous libérer, comme ça vous pouvez aller prendre encore un café. C'est aussi la même chose pour moi. Et voilà. Est-ce que vous préférez comme ça? On s'arrête là et on reprendra la suite, la prochaine séance. Oui, monsieur, c'est une bonne idée. Voilà, c'est parfait. Alors dans ce cas-là, donc je partagerai avec vous l'enregistrement et le cours sur Classroom. Et je vous invite le plus tôt possible, ne laissez pas ça jusqu'à la semaine prochaine, de reprendre cet exemple-là, de comprendre le principe. Vous faites la même chose pour le pattern decorator qu'on a fait la dernière fois. La même chose pour le pattern observer. La même chose pour le pattern stratégie. Si, je vous assure que si vous faites ces 4 patterns, ben vous allez commencer à voir clair la conception orientée objet et vous commencez à concevoir vos logiciels de manière très efficace. Mais après, par la suite, les patterns qui viendront, ça devient vraiment plus simple. Voilà. D'accord, monsieur. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. À vous aussi. À vous aussi, monsieur. Yallah, salam alaikum. À vous aussi, monsieur. Yallah, Salam, monsieur. Voilà. salam.